L'haltérophilie aujourd'hui est adaptée dans pratiquement toutes les préparations de tous les sports. On en retrouve même au tennis de table, on trouve au judo, au lancer de marteau, à tout ce que tu veux. C'est un sacrifice de vie de l'âge de 13 ans à l'âge de 30 ans pour avoir ça. Alors ça c'est un sujet sensible et c'est un sujet qui va intéresser beaucoup de monde parce que en fait ils sont contrôlés H24. Tu es contrôlé après la compétition, donc tu es contrôlé aussi avant la compétition et c'est inopiné. Donc des fois il y en a qui arrachent le record du monde 2 jours avant la compète. Puis on apprend que le lendemain, ils sont rentrés à la maison. On est quand même dans une optique très saine en France. On veut de la performance, on la veut clean. Il y a des pays, c'est quand même la culture. Si tu veux, la culture est là-dedans. C'est pas un truc de fou pour eux. Il y a des choses, c'est même pas discutable. Quand tu vois des athlètes qui ont un niveau moyen, 3 mois après, ils descendent de catégorie et ils battent leur record de 10-20 kilos en ayant perdu 10 kilos. C'est physiologiquement impossible. Et salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui je suis avec Thibaut kiné du sport mais surtout spécialisé en haltérophilie. Il accompagne les athlètes au JO. Dans cet épisode on va parler d'haltérophilie, on va parler de prépa physique, d'entraînement, de comment est-ce qu'on peut préparer des athlètes qui s'entraînent autant pour qu'ils soient le plus performants possible, les accompagner sur leurs blessures, sur leurs douleurs, sur leurs entraînements. On va parler du dopage, on va parler des JO 2024. Bref, une vidéo ultra complète. Si elle vous plaît, comme d'hab, pensez à la liker, vous mettez si vous avez des questions dans les commentaires et si vous n'étiez pas abonné, bienvenue sur la chaîne. Je suis M3 Kiné, kiné ostéopathe du sport et je vous souhaite une bonne écoute. Alors Thibaut, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors moi c'est Thibaut Dracius, je suis kinésithérapeute du sport, ancien sportif de haut niveau en judo. J'ai terminé ma carrière vers 2012, puis ensuite je me suis spécialisé dans un autre sport qui est l'haltérophilie en matière de kiné. Voilà, où je travaille depuis maintenant environ 7 ans. Voilà, donc je me suis vraiment spécialisé dans ce domaine. Et voilà, j'ai fait aussi d'autres spécialités comme de la thérapie manuelle, de l'ostéopathie, des manipulations, etc., du dry needling, enfin toutes ces techniques-là, voilà. Et aujourd'hui, donc, je travaille pour l'équipe de France d'haltérophilie depuis donc 8 ans, comme j'ai dit. Et là, on est en pleine préparation donc, pour les Jeux Olympiques. Voilà, je suis missionné en fait sur le projet olympique depuis la fin de la dernière Olympiade. Ok. Et globalement, comment t'en es arrivé à l'haltéro? C'était parce que tu as pratiqué par rapport au judo ou... Alors, c'est une très très bonne question, c'est assez marrant parce que j'ai jamais fait d'haltéro pendant que j'étais athlète au judo. La petite histoire, c'est que j'ai eu une carrière un petit peu anticipée parce que j'ai eu un gros problème au niveau des cervicales suite à une compétition. J'ai eu une rupture du ligament transverse de l'atlas pour faire simple, donc une grosse instabilité au plus haut étage vertébral du rachis cervical. Et donc j'ai dû arrêter la compétition, je me suis fait opérer, j'ai eu une arthrodèse, j'ai des vis, j'ai eu une grosse opération, ça a été un très très gros truc, j'ai plus pu faire de judo, mais j'étais déjà, si tu veux, dans ce système, donc j'étais à l'INSEP, j'étais interne à l'époque, c'était juste avant les JO de 2012. Et finalement, moi j'ai pas mal de potes, tu vois, dans mon couloir qui étaient des haltéros. Et finalement, quand j'ai arrêté, tu vois, ils m'ont dit, bon, j'ai eu une période après l'opération de plusieurs mois où j'étais en collé cervical, etc. C'était un gros truc. Et après, quand j'ai commencé à me réentraîner, mes potes, ils me disaient de l'haltéro, écoute, fais un petit peu d'haltéro, tu verras, si tu veux faire les jambes, etc. Donc je me suis mis à l'haltéro et petit à petit, comme j'étais déjà dans ce cercle de haut niveau, si tu veux, à l'INSEP, j'avais des contacts. Et puis comme j'étais kiné, on m'a dit, écoute, est-ce que ça t'intéresserait de venir travailler au départ avec nous juste comme ça, un petit peu, j'intervenais parce qu'il y avait déjà des aides physio, toute une équipe qui était en place. Donc j'ai commencé à intervenir en 2015-2016 quand j'étais diplômé directement. Donc j'ai intervenu sur les petits stages, etc. Et j'ai fait j'ai eu ma première sélection en tant que kiné avec l'équipe de France en 2017 au championnat d'Europe à Split. Et depuis, en fait, je suis resté. J'étais après missionné plutôt chez les juniors et je suis revenu là sur le projet olympique il y a 2-3 ans. Voilà. Donc tu vois, c'est un processus et tout le monde me demande, mais alors pourquoi t'es pas au judo? Et ce qui est marrant, c'est que ça a été toute ma vie le judo. J'étais 10 ans en équipe de France depuis les cadets aux seniors, j'ai été médaillé mondial en 2009, etc. Mais je n'ai même pas raccroché le judo, tu vois, c'est atypique. J'avoue, t'es parti complètement là-dessus. Et donc là, aujourd'hui, comment on dit le aide kiné officiel? Voilà, alors aide kiné, voilà, si tu veux, dans la fédération, il y a plusieurs kinés. Donc il y en a toujours un principal et les autres sont un petit peu là en renfort, donc ils peuvent venir en renfort sur les stages. Là, vous êtes combien à peu près par exemple là, on est 4 kinés, il me semble, donc un sur les cadets, missionné sur les cadets, les jeunes, un sur les juniors. Et on est 2 sur les seniors.
Donc moi, je suis le physio là sur la préparation olympique, et puis l'autre vient souvent en compétition. D'ailleurs, il est pas comment dire, basé sur Paris. Donc, il vient en renfort sur les compétitions internationales. En général, voilà. Et donc, pour un petit peu cadrer la chose, c'est venu, là, mon poste, entre guillemets, il est spécial pour les Jeux Olympiques parce que j'interviens à l'INSEP. À l'INSEP, il y a déjà un pôle médical. Donc, l'INSEP, c'est l'Institut National des Sportifs de Haut Niveau. Il y a déjà un pôle médical qui est là pour tous les athlètes, d'accord? Tous les athlètes de tous les sports. Mais on s'est vite rendu compte, en fait, moi j'intervenais avant juste sur les compétitions, d'accord? Et une fois dans la semaine, je venais un petit peu comme ça. Sauf que pendant les stages de préparation qui des fois duraient 3 semaines en Chine, là on était sur l'île de la Réunion, etc. On met en place plein de protocoles, plein de choses, si tu veux, sur l'équipe qui sont très individualisées, donc athlète par athlète, etc., etc. Et on se rendait compte qu'en fait, quand on revenait, et ben en fait, après, il y avait une vraie césure, tu vois. Donc, ils ont commencé à réfléchir à un procédé où je pouvais venir 3 fois par semaine. Ils ont débloqué des fonds avec l'ENS, etc., vraiment dans le cadre des Jeux Olympiques, pour que je puisse venir et cadrer, si tu veux, vraiment l'équipe de France de manière individuelle et m'occuper un petit peu, si tu veux, pas seulement des soins, mais aussi de la prévention, des warm-up, de tout ça, et surtout surveiller et en fait guider, voilà, et en fait guider un peu l'équipe de France jusqu'aux Jeux Olympiques. Et ça, c'est intéressant, cette constatation, ils l'ont eu que par rapport à l'haltéro ou dans d'autres sports? Parce que si je comprends bien, à l'INSEP, tu avais un pôle soins qui prenait tous les sportifs de l'INSEP, et ils se sont rendus compte que du coup, toi, il y avait un peu une césure avec ce que toi tu proposais quand tu gardais tes athlètes pendant longtemps. Et donc, ils t'ont proposé de venir. Mais est-ce qu'ils se sont pas rendus compte de la même chose dans les autres sports? Alors, par exemple, moi, je sais que quand j'ai donc mon expérience de judoka, comme j'étais à l'INSEP, il y avait un kiné en fait qui était là tout le temps, tous les jours à l'entraînement. Donc ça, je pense qu'il y a déjà des sports où ils individualisent vachement. Mais je me souviens qu'à l'époque à l'INSEP, moi, par exemple, quand j'étais pas en équipe première, si j'étais pas en sélection ou quoi, j'étais redirigé vers le médical de l'INSEP qui prend un petit peu, si tu veux, tous les sportifs. Mais quand tu étais en sélection, un Teddy Riner ou l'équipe de France numéro 1, tu allais directement, vraiment, tu étais pris en charge directement au bord des tapis et tu faisais ta rééducation avec les kinés qui étaient spécial et qui étaient vraiment spé pour le judo. Et moi, en fait, là, c'est ce qu'ils ont mis en place. Après, je pense aussi que c'est une question de moyens. C'est pas gratuit comment tu prends un kiné, tu vois, comment tu le payes tous les jours à hauteur de ci, de ça. Et donc, en fait, je pense que les fédés qui avaient un petit peu plus de moyens de subvention arrivaient à créer cette chose-là. Et peut-être sur des fédés un petit peu moins riches ou quoi, aux caisses, c'était plus difficile, je pense. Là où en haltéro, peut-être qu'à l'époque, il n'y avait pas un énorme budget. Et que soit t'as pas le niveau qui fait qu'ils ont envie de mettre un gros budget sur toi et donc sur un kiné, soit dans la fédé, il y en a moins. Et donc, dans ce cas-là, ils ont le pôle plus global. C'est ça. Mais en même temps, ça me paraît pertinent. Tu me dis si je me trompe, mais je suis aussi kiné du sport, bien que je ne suive pas d'équipe à proprement parler, mais je le vois dans mon cabinet. Quand un patient arrive et qui fait un sport que je ne connais pas, ma prise en charge, elle n'a rien à voir avec un crossfitter ou un runner où je connais les tenants, les aboutissants, les cycles, les mouvements, etc. Exactement, et je me rappelle qu'en étude de kiné, on avait eu Monsieur Pelé, je ne sais pas si tu vois qui c'est, c'était formé à Paris. Pelé, un bon Golgoth, etc. Il nous avait fait un cours et il nous avait parlé de l'épaulé jeté. Et j'avais rien compris. Il me dit oui, il y a un tirage en plusieurs temps, nanana. Et en fait, j'avais pas compris à l'époque pourquoi c'était pertinent. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, mais en effet, moi j'ai des patients crossfitter, il me dit ouais, je me suis fait mal sur un overhead squat, tu vois, à 40% de ma RM. T'as des kinés, tu leur dis ça, ils comprennent rien. Et donc en fait, dans le sport, et encore plus j'imagine dans le sport de haut niveau, ça doit être ultra pertinent d'avoir un kiné qui parle le même langage et qui comprend les interactions de ton sport avec ton corps. Alors ça c'est une chose. C'est vraiment vrai ce que tu dis. C'est sûr que si on a des bonnes connaissances et qu'on connaît la biomécanique et qu'on connaît ce que ça demande physiquement et en implication articulaire, etc., en disponibilité articulaire, c'est sûr que c'est une grande chose. Moi, j'ai envie même de te dire, les athlètes, si tu veux, chaque athlète est différent. C'est-à-dire que dans le même sport, tu vas avoir 6 athlètes, par exemple, et 6 athlètes qui ont des composantes complètement différentes au niveau donc physique. Est-ce qu'ils sont plus résistants à ci, est-ce qu'ils sont plus résistants à ça, est-ce qu'ils ont telle technique, et en fait tu dois vraiment même bien connaître chacun de tes athlètes. C'est pour ça que des fois tu suis des athlètes, ils reviennent, bam, ils arrivent avec des kinés lambda comme tu peux dire, mais il n'y a pas seulement le facteur sport spécifique, mais aussi le facteur vraiment tu dois connaître ton athlète et avoir eu son suivi de semaine en semaine, de mois en mois, et l'évolution
pour pouvoir choisir faire prendre les décisions les plus pertinentes en matière de thérapeutique. Donc de là, en fait, c'était vraiment pour moi, je pense, une très très bonne décision de leur part, de vraiment avoir quelqu'un qui suit de manière vraiment plus spécialisée et pas seulement comme ça un petit peu en stage, mais vraiment tout au long de l'année sur la période Pour olympique. avoir un ordre d'idée, toi, tu as combien d'athlètes que tu suis régulièrement comme ça, que tu connais vraiment bien, etc. Là, comme ça, alors tu vois, par exemple, là sur le dernier, je dis pas que je fasse d'erreur, mais je pense qu'on était à peu près 9-10 athlètes. Si tu as oublié un athlète, on lui dira pas. Voilà, pas. c'est ça. En fait, si tu veux, là, il y a le groupe INSEP, donc c'est le groupe pré-olympique, pré-sélection olympique, qui est là, en fait, potentiellement sélectionnable, parce que là, il y a encore une compétition. Là, on est en fin de sélection olympique. Donc, il y a le pré-groupe qui est là, et des fois, sur les championnats, il y en a qui viennent se greffer, qui ont passé les minima des barres et qui peuvent faire les championnats et qui sont éligibles. Mais moi, à l'INSEP, on est sur 6 athlètes, grosso modo. Ouais. Ok. D'ailleurs, on l'a pas fait, mais pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, c'est quoi l'haltéro? Parce que c'est vrai que pour toi et moi, c'est un classique, mais est-ce que tu peux nous définir un peu le sport et à quoi ça correspond? Et puis, en compète, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Bien sûr. Alors, l'haltérophilie, et c'est un passage très important, c'est vrai, il faut savoir de quoi on parle. L'haltérophilie, c'est un sport olympique déjà, donc à ne pas confondre avec la force athlétique et le crossfit, parce que le sport peut se ressembler, mais c'est pas la même chose. L'haltérophilie se compose de 2 mouvements, donc l'arraché et l'épaulé jeté. D'accord, donc l'arraché qui est par définition, on doit prendre une barre. Le poids, ça va évoluer au fur et à mesure du niveau. Et on doit mettre en un temps la barre au-dessus de la tête. Voilà. Et il y a l'épaulé jeté qui est en 2 temps, épaulé et jeté. Sur ce sport-là, en fait, en compétition internationale, on a un score qui est réalisé à l'épaulé jeté et à l'arraché, donc un score total de poids, de kilos. Et on a un total qui nous donne notre place en compétition. On a 3 essais à l'arraché, 3 essais à l'épaulé jeté. On peut être médaillé et à l'arraché et à l'épaulé jeté en compétition internationale, championnat d'Europe, championnat du monde, et le total. Donc on peut aller jusqu'à 3 médailles d'or. Par exemple, aux Jeux Olympiques, il n'y en a qu'une seule. D'accord, on peut pas être champion à l'arraché. C'est que la somme des deux. Voilà, c'est la somme des deux. Et c'est un sport, il faut le dire, c'est un sport. Tout le monde pense que c'est un sport de brute, que c'est un sport qui est traumatisant. Mais en réalité, moi, depuis bien longtemps, en rééducation, avec des sédentaires, même avec monsieur tout le monde, madame tout le monde qui n'a pas fait de sport, je fais de l'haltérophilie. Je fais des semi-techniques d'haltérophilie. Des fois, c'est juste du placement. Aller dans des positions fonctionnelles. Pourquoi? Parce que l'haltérophilie n'est ni plus ni moins que le moyen le plus efficace, le plus efficient de ramener une charge au-dessus de la tête. Donc, quand quelqu'un, par exemple, veut porter un sac, une casserole pour la dame, si tu veux, qui a jamais fait de sport, elle fait de l'haltérophilie quelque part, tu vois. On doit réduire le bras de levier, etc. Être proche du corps, être bien droit. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est très adaptable, sauf qu'on ne va pas faire 150 kilos à l'épaulé jeté, mais on fera peut-être que 10 kilos. Mais l'haltérophilie est très fonctionnelle et c'est l'école du dos. Il y a eu plein de choses qui ont été un tu petit sais que peu... pour moi, l'haltérophilie, c'est l'un des sports les plus beaux à regarder, je trouve. Tu les vois, on vous mettra, pour ceux qui regardent en vidéo, un passage en slow motion, mais tu vois, ces moments, et comme tu dis, vu que les barres sont tellement lourdes, tu nous as montré des exemples de poids après, que tu peux pas toi forcer sur la barre et t'es obligé de toi tourner autour d'elle. C'est ça. Et en fait, je trouve que les mouvements en slow motion, c'est de la musique, quoi. C'est de la précision et je trouve ça trop stylé. C'est très, très beau à regarder. Et un truc aussi, c'est que vous regarderez là, pour ceux qui s'intéresseront, qui reverront peut-être aux Jeux Olympiques, parce que ça va peut-être beaucoup, on va peut-être plus démocratiser ça encore un petit peu plus. Vous verrez que nos athlètes, les haltérophiles et les filles surtout, sont fines. Elles n'ont pas des gros bras, elles n'ont pas des grosses cuisses, elles sont athlétiques. Pourquoi? Parce que c'est un fort... Elles ont quand même des fessiers développés. Oui, elles ont des fessiers développés. Non, ça c'est vrai. Parce que c'est grâce à ça que ça lève quand même. C'est vrai, mais il y a une grosse composante technique et c'est pas l'art de faire des gros muscles. En fait, on n'est pas sur du bodybuilding, on est sur le développement de la force-puissance. C'est pour ça que on a des gens qui sont forts, mais on a des gens qui sont efficients et puissants. Et c'est ça qui est très intéressant. Et c'est pour ça que l'haltérophilie aujourd'hui est adaptée dans pratiquement toutes les préparations de tous les sports. On en retrouve même au tennis de table. On trouve au judo, au tennis de table, au lancer de marteau, à tout ce que tu veux. Parce que c'est vraiment l'art et la manière de propulser un poids très fort de membre. Donc c'est très très intéressant, c'est très fonctionnel. Ça développe beaucoup de qualités, tu vois. Moi je dis avec des patients, des fois, c'est pas rare d'avoir un haltérophile qui caque un grand écart. Tu vois, parce qu'il faut être ultra mobile. Et les haltérophiles, tu l'avais fait sauter, ils sautent super haut. Et oui, parce qu'ils sont mais pour les gens, l'haltérophile, c'est un gros, tu vois, qui lève lourd. Et en fait, non, ils sont extrêmement puissants et explosifs. Et même pour aller un peu plus loin, là, si tu regardes Anthony
Anthony Coulet, qui est aujourd'hui l'haltérophile le plus fort, le plus puissant de France, parce que c'est notre catégorie lourde. Tu le vois arriver, c'est un gros monsieur, c'est 150 kilos. Tu le vois arriver, tu te dis, mais punaise, quand il se met sous la barre accroupi, tu te demandes même comment c'est possible. Il y a une disponibilité articulaire au niveau des hanches, des épaules, du rachis, tout ça qui est demandé, qui est vraiment hors norme. Et c'est là où c'est intéressant, c'est là où c'est très très intéressant. Pour donner un ordre d'idée pour les gens qui nous écoutent, qui ne connaissent pas, à titre personnel, moi je fais 80 kilos. Quelqu'un de 80 kilos, c'est quoi un peu les barres, soit record, soit une moyenne? Tu aurais un ordre d'idée? Ouais, en France ou à l'international, tu veux dire? Non, allez, en France. Si allez, j'ai en envie France, de me motiver. 80 kilos, là on a Bernardin qui fait 73 kilos. Ah ouais, putain, je suis plus lourd que lui. Largement plus lourd que lui. Là, il vient de faire 142 à l'arraché en un temps et 182 à l'épaulé jeté. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Pour ceux qui font un petit peu de muscu, essayez de prendre une barre à 100 kg au sol, essayez juste de la soulever de terre. Faites un soulevé de terre normal et ensuite vous rajoutez presque 100 kg dessus et vous la mettez au-dessus de votre tête. Et là, on peut se rendre compte. Bien que l'arraché, pour moi, est encore plus incroyable parce que c'est comment d'un seul coup on vient se mettre en dessous d'une barre par exemple à 150 kg. Moi je trouve ça vraiment incroyable et ça demande vraiment, c'est du calibrage, hein. Du calibrage, c'est que de la sensation. Moi je peux vous dire une chose, c'est que à très très haut niveau, si vous voulez, quand ils tirent sur la barre pour aller chercher des très hautes barres, ils pensent même plus à ce qu'ils font en fait. On réagit, on fait un mouvement qu'on a répété peut-être 1 million de fois à l'entraînement et ça arrive ou ça arrive pas et du coup c'est vraiment des sensations assez exceptionnelles. Trop cool. Bon, les passionnés vont arrêter de discuter. On va se montrer nos photos après. Revenons sur le kiné en CD, etc. Concrètement, qu'est-ce que tu fous dans le sens où un kiné en cabinet, voilà, j'ai mal au genou, quand je cours, arrête de courir pendant un temps, fais-toi renfort du genou, etc. Un kiné en fédé, qu'est-ce que ça fait concrètement? Alors, déjà, il faut commencer par le commencement. La kinésithérapie en équipe de France a énormément évolué sur ces 10 dernières années. Moi, quand je suis arrivé en 2015-2016, typiquement les soins en kiné, c'était du massage de récupération et de la manipulation pour ceux qui avaient le titre d'ostéo, etc. Donc, on était vraiment sur ça. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, il y a toute une phase de prévention, d'accord, où on met des protocoles bien spécifiques aux athlètes. Alors, c'est vraiment c'est très très individualisé parce que je le répète tout le temps, surtout dans ce sport, entre Bernardin et je sais pas, Romain, plusieurs athlètes, on va avoir des composantes complètement différentes. Les besoins des uns et des autres, des uns ne vont pas être le besoin des autres. Donc, il y a toute une phase donc, de prophylaxie, d'adaptation. Il y a toute une phase de warm-up que j'ai mis en place moi personnellement. Et ça, avec c'est les kinés qui le fait, l'échauffement. Ça c'est moi qui le fais, qui le met en place. Mais justement, il y en a qui savent exactement, par exemple, qu'on leur protocole, qu'on doit aussi modifier. Ils peuvent pas faire 365 jours le même protocole, ça s'adapte, c'est pas bon. Donc, tu vois, dessus, il faut réfléchir à comment on va varier, mais je viendrai un petit peu développer sur ça. Il y a la phase donc, de préchauffe. Il y a le warm-up purement manipulation, c'est-à-dire que moi, j'ai besoin des fois d'aller les faire chercher des amplitudes un petit peu en contraction, type FRC, tu vois, dans des amplitudes maximum pour les préparer. Je vais les travailler des diaphragmes pour ceux qui sont un petit peu trop renfermés. On va les travailler les mobilités du rachis avant. Je vais beaucoup crocheter les tendons, par exemple. Mais tout ça, ça se fait vraiment avant l'entraînement. C'est intéressant. Donc, tu vas les aider à s'échauffer. Je les conditionne. C'est du conditionnement. Je fais vraiment. Et encore une fois, c'est très individualisé et ça peut varier en fonction des phases d'entraînement et des phases de compétition. Ensuite, pendant l'entraînement, je suis là au cas où il peut y avoir des choses à faire un petit peu. Mais en général, ils sont en train de s'entraîner. Mais parfois, tiens, Thibaut, il y a un truc, est-ce que tu peux checker? On doit être là. En fait, c'est un peu un système de permanence. Derrière l'entraînement direct, tu peux être un petit peu là aussi pour leur donner des conseils, mais il n'y a pas grand chose à faire. Par contre, après, il y a toute la phase de récupération qui est très très intéressante. Ce qu'il y a, c'est qu'avant, si tu veux, on allait directement à la phase de récupération. Bam, et un peu de manip. Maintenant, vraiment, c'est vraiment protocolaire. Moi, maintenant aussi, je travaille, j'ai mis des choses en place, des protocoles, par exemple, avec le BFR, Blood Flow Restriction, qu'on pourra en parler après. Et c'est un appareil, donc, on travaille avec de l'occlusion, et c'est très, très intéressant en haltérophilie, parce que c'est des modes de contraction où les athlètes, ils n'ont pas du tout
l'habitude d'aller. Voilà, ils n'ont pas l'habitude d'aller, si tu veux. Et moi, je l'ai adapté en rééducation, en warm-up et en entraînement. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le BFR, c'est très simple. Ça va être une sorte de compression, de manchon que vous avez, comme une ceinture, que vous allez mettre au niveau d'une cuisse, au niveau d'un bras par exemple, qui va vous permettre de réduire le flux, le débit sanguin, et donc de travailler avec une efficacité importante sur des charges ou des volumes beaucoup plus faibles. Tu as très bien résumé, c'est exactement ça. On va créer un choc chimique parce qu'on ne va pas avoir d'évacuation justement du lactate, etc. Et donc là, par contre, pour le coup, c'est riche en littérature. Ça, c'est intéressant pour ceux qui voudront aller voir. On a une accumulation d'acide lactique, de lactate, on a des chocs chimiques qui se présentent avec production d'hormones de croissance, recrutement donc vraiment plus élevé. Tous les avantages. Voilà, tous les avantages. Voilà, donc en fait, on arrive avec peu de contraintes à avoir une grosse productivité et c'est très très intéressant sur des athlètes où si tu veux, on est en permanence sur le seuil de tolérance de contrainte maximale. Ça veut dire que faut voir ça, c'est des entraînements, ils ont 8 fois sollicitation, ils ont 8 fois travail, voilà, ils travaillent 8 fois les jambes dans la semaine. Ils ont un seuil de, si tu veux, d'excitabilité qui est très très élevé, des contraintes très très élevées en permanence. Donc en fait, il faut trouver, si tu veux, des moyens comme ça un petit peu d'aller travailler de manière différente. Donc ça, c'est quelque chose que moi j'ai mis en place après 2022. Avec l'équipe de France et qui fonctionne très bien. Maintenant, c'était pour te donner un exemple un petit peu de warm-up que je peux faire parce que j'utilise en warm-up, on l'utilise aussi en entraînement, tu vois. Donc voilà, il y a plein de choses qui ont évolué, plus le travail. Alors ils sont aussi en relation avec c'est une équipe pluridisciplinaire, donc bien sûr il y a le préparateur physique qui intervient, il y a la réathlée aussi à l'INSEP qui est là pour donner donc tu vois, nous on dialogue beaucoup et on essaye un petit peu de manager ça en fonction des centres. C'est-à-dire que moi je peux pas non plus faire tout de A à Z, tu vois, sur 8 athlètes, tout checker. Donc là, je vais souvent un petit peu m'appuyer sur et les autres kinés de l'INSEP parfois, et le préparateur physique, et la réathlée pour essayer d'avoir quelque chose de très cohérent. Voilà. Ok. Et par rapport à ça, le seul parti où je trouve où tu ne l'as pas trop éclairé, c'est la récup. Tu vois, je trouve que c'est intéressant. La récupération que tu fais après, qu'est-ce que vous mettez en place avec eux? Et ce que je vais trouver cool, c'est que moi, pour me mettre un peu penché sur le sujet, parce que c'est des questions que les patients nous demandent souvent, je trouve qu'il y a quand même il y a le côté scientifiquement, voilà ce qui marche, mais des fois, les patients, ils te disent, moi je fais ça, ça marche, mais les articles, ils disent tous que ça marche pas. Tu vois, je pense par exemple aux étirements et aux courbatures. J'ai des patients qui me disent, mais Aymeric, moi si je ne m'étire pas, j'ai plus de courbatures, donc je m'étire et grâce à ça, j'en ai pas. Scientifiquement, il n'y a rien qui le soutient, mais du coup, je vais pas lui dire le fais pas, tu vois, je lui dis fais-le. Donc vous, qu'est-ce que vous mettez en place? Est-ce que c'est à la carte? Comment vous testez ça? Alors c'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que la littérature, c'est difficile de trouver des choses sur la récupération pour la littérature, en matière de littérature. Et si tu veux, ce qui a été toujours réalisé dans les équipes de France Success, c'est du massage profond, d'accord? On allait chercher. Il est indéniable que sur des athlètes qui s'entraînent à des charges d'intensité aussi élevées, quand tu vas venir chercher fort dans les tissus, que tu vas venir revasculariser, drainer, ils se sentiront forcément mieux et plus, plus fort le lendemain. En fait, moi, si tu veux, sur ça, dis-toi que je masse quand je suis en massage tous les jours des heures. Imagine-toi dans ma tête, moi aussi je me dis la même chose que toi. Est-ce que ce que je fais réellement a une vraie impact? Maintenant, si on parle purement cliniquement, tu vas prendre 10 athlètes sur 10. Ils sont en surcharge. Ils ont développé des DOMS, des douleurs myofasciales, ça tire de partout. Quand tu viens revasculariser, travailler le fascia et tout ce qui va avec, drainer, le lendemain, ils auront plus de patates. Donc, scientifiquement, c'est sûr que c'est difficile à aller chercher. Mais cliniquement, si en équipe de France, tu ne touches pas, tu ne viens pas bombarder, c'est retour maison, mais direct. Donc, le kiné ne reste pas, tu veux dire? Il est viré, c'est ça que tu veux dire? Je ne veux pas dire qu'il est viré. Non, il n'est pas viré, mais il n'est pas viré, mais si tu veux, c'est un passage. Et ça l'a toujours été, même moi, quand j'étais au judo. Et ça a été... Je pense que moi, j'ai un pote dans le foot à haut niveau, pareil, tu vois, c'est je masse. Et en fait, si tu veux, il faut voir ça d'une manière différente. On est sur des individus, comme je le répète, qui ont des charges, des contraintes appliquées au genou, au moment, qui sont extrêmes. Donc, tu ne peux pas raisonner de manière
toujours scientifique avec eux. Ouais. Faut vraiment travailler avec eux sur le ressenti, sur qu'est-ce. Il y a des athlètes, je peux pas les masser. Ils ne veulent pas que je les masse fort. Ils sont là, ah non, ça ne leur fait pas du bien. Peut-être qu'avec eux, on va plutôt aller sur du lever de tension, sur du scrapping. Moi, je travaille pas mal avec du scrapping, sur du scrapping musculaire, avec des points plutôt d'acupression, tu vois. Ventouses, tu utilises? Ventouses, j'utilise, mais moi, je suis pas fan des ventouses. J'aime bien utiliser les ventouses, par exemple, sur une articulation avec de la mobilisation. Ouais. Par exemple, on va travailler le fascia, ça va avoir une influence. Ou je vais venir ventouser, par exemple, le diaphragme, travailler en mobilité. Pour tout ce qui est mobilité. Aussi, tu mets les ventouses et tu fais bouger ton athlète exactement. autour. Moi, je travaille plutôt en mobilité. Les ventouses, pour moi, c'est pas vraiment quelque chose que je prends pour désengorger un muscle. Je préfère utiliser d'autres techniques plus différentes. Et en réalité, je vais même te dire une chose. Moi, je mets toutes ces techniques dans le même sac. C'est toutes les techniques que moi j'appelle myofasciales, en fait, qui a le muscle et le fascia. Je vais avoir du cupping, je vais avoir peut-être du scrapping, du dry needling. Je me suis un petit peu spécialisé là-dedans pour aussi en parler un petit peu après. Je vais avoir du massage de récup et je vais peut-être même avoir, je te dis, des points de pression. Avec le si mon athlète il me dit c'est ça vraiment qui relâche mon quadri, qui relâche ma douleur dans le genou. Je ne suis pas amoureux de mes techniques moi, mais par contre je sais que j'ai tout mon panel et après il faut s'adapter. Et aussi je pense que tout le monde, tous les kinésithérapeutes du sport, tous ceux qui sont un petit peu là-dedans, dans le sport de haut niveau, dans la récupération, dans les sports de force où ça s'entraîne fort, il faut toujours se poser la question, non pas vraiment de est-ce que c'est vraiment prouvé scientifiquement ou pas, mais quelle est la pertinence de ta technique à un moment T. Est-ce que moi je vais aller piquer mon athlète la veille d'une grosse séance d'arraché? Est-ce que je vais aller le piquer 3 jours avant une compétition? Peut-être. Quel est mon objectif? Est-ce que je vais pas plutôt là venir scrap? Est-ce que je vais pas plutôt simplement faire un lever de tension, du Jones? Parce que je sais que là, à tel moment, il va devoir aller chercher ça. Est-ce que je pique un grand fessier? Est-ce que je pique un fibulaire? C'est encore deux choses différentes. L'impact est différent. Et voilà, il faut vraiment toujours être en raisonnement. Et je vais même te dire sur la récupération, parce que c'est sur ça qu'on avait commencé, j'ai un peu basculé. La récupération, c'est jamais la même. Chaque jour, je change. Ça peut être massage. Ça peut être, je te dis, du cupping, ça peut être et ça peut être même pas du tout ça. Ça peut être, on met le BFR et on récupère. En fait, il y a pas de dans le sport de haut niveau, il n'y a pas de formule toute faite. Impossible. Ouais, c'est intéressant. Et je te rejoins quand même pas mal sur ce problème des articles scientifiques. C'est que les articles scientifiques, souvent, ils sont faits sur soit la population générale, soit sur des sportifs, genre moi, tu vois, sportif qui va beaucoup s'entraîner 4-5 fois par semaine. Mais au final, on reste quand même à des années-lumière d'un athlète olympique, tu vois. Et donc, c'est compliqué de tirer les conclusions qui ont été faites sur une population lambda et de vouloir la transférer à une population qui a une hygiène et un mode de vie complètement différent. C'est pour ça que moi, je ne serais pas du tout surpris si tu me dis, Emery, que moi, mes athlètes, je leur fais bain chaud, bain froid, bain tiède et ça marche très bien. Tu vois, si le mec te dit, moi, si je le fais, je dors mieux et derrière, je prends 10 kilos sur ma barre, et frérot, fais-le. Si c'est manger des harengs tout nus dans le désert, et fais-le. Bon, je repasse ça. C'est ça. Et le bon kiné du sport aujourd'hui, c'est le kiné du sport qui va réussir à avoir une vue d'ensemble, une vue globale, qui va réussir à se remettre en question et surtout qui va être adaptatif aux besoins de l'athlète. Et puis il faut toujours aussi savoir une chose, hein. Quand on parle de haut niveau, moi si tu veux, j'ai une casquette, j'ai été dans le haut niveau. J'ai fait 10 ans en équipe de France, j'ai été dans la sursollicitation. Tu vois, j'ai été opéré des 2 canals carpiens à 21, 23 ans. J'ai une arthrodèse C1, C2. Je veux dire, et sans compter tous les pets que j'ai eu. Je sais ce que ça demande. Maintenant, je m'entraîne tous les jours, des fois 2 fois par jour par plaisir. Je m'entraîne fort. Je sais ce que ça demande. L'écart qu'il y a sur ce qu'on demande à ton corps, si on ne l'a pas fait, on ne peut pas tellement s'en rendre compte. Mais si tu connais ça, tu sais que tu revois la kiné d'une toute autre manière. Parce qu'en réalité, là, on est souvent sur des athlètes qui sont tout le temps en surentraînement. Après, il faut adapter. C'est l'axe à la performance, c'est ça. Et on reviendra après sur le système sur le dopage, par exemple, tout ça. Mais sur des gens lambda qui sont normales avec ce qu'on a aujourd'hui, le corps est soumis à des contraintes qui développent des douleurs et choses qui ne sont même pas pour moi de l'ordre réellement des études qu'on a actuelles. C'est même difficile. C'est pas qu'on veut pas, c'est que c'est difficile de produire. Donc il faut être adaptatif, il faut écouter, ne pas être amoureux de ces techniques. J'aime bien le dry needling, je vais pas aller faire du dry needling à tout bout de champ. J'aime bien les massages, je vais pas aller faire du massage. Moi, je suis comme toi, je prône la kinésithérapie active. Bien sûr, c'est les protocoles. Et quand je suis arrivé en équipe de France, j'ai bien expliqué.
déjà, on a une base scientifique. Il faut aller au maximum de ce qu'on peut faire. Une douleur d'épaule, bam, tu regardes, tu renforces à fond les muscles de la coiffe, tu pars sur des choses sur lesquelles on connaît. Mais derrière, ça suffit plus, en fait, quand on est sur des charges très, très élevées. Ouais. Et par rapport à tout ça, comment ça se blesse un mec qui fait de l'haltéro? Est-ce que tu as, comme à la course à pied, 3-4 douleurs qui reviennent souvent? Est-ce que c'est rare? Comment? Raconte-nous. Bien sûr, on a toujours des blessures récurrentes. Il faut savoir que l'appareil locomoteur le plus utilisé à l'haltérophilie, c'est les jambes, donc les genoux. Donc on a beaucoup de blessures qui sont centralisées sur les genoux, tendons patellaires, tendons quadricipitales. On va pas avoir trop de blessures ligamentaires parce qu'il n'y a pas de torsion. C'est un sport qui se fait dans l'axe. Donc si tu veux, ça va être de l'usure, de la contracture, etc. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, tendon patellaire quadricipital, ça peut être de la ténosynovite, donc de l'inflammation, de la tendinopathie chronique. Par exemple, il y a aussi beaucoup le cartilage qui est très vite usé. Et c'est là où ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher déjà la prophylaxie, la prévention chez les jeunes, tu vois, pour pas qu'on arrive en senior et qu'on soit directement abîmé. Après, il y a aussi de la pubalgie, il y a aussi des problèmes un petit peu au niveau. Ah ouais, pubalgie, j'aurais pas pensé, tu vois. Sur, si, pubalgie. Il y a un gros contrôle quand tu es à l'arraché, par exemple. Sur l'adducteur ? Sur les adducteurs, bien sûr. Donc, pubalgie, on va rencontrer des douleurs de dos, bas du dos. Si tu veux, ça peut être de l'ordre un petit peu de la contracture, de la sursollicitation, de l'engorgement, des points dans le dos, un sacrum qui va pivoter très souvent, tu vois. Donc je suis en permanence en train de manipuler et tout pour remettre. C'est les tensions à bien garder le dos droit et du coup, vu la taille des barres. C'est un sport qui utilise la chaîne poste au max. Donc ils sont sur des tirages à 250, 300. Et c'est des mecs, c'est des machines de guerre, mais du coup ça pompe à mort dans les lombaires, tu vois. Après, il va y avoir des petits bobos de l'ordre vraiment de la douleur myofaciale, de la contracture à gauche, à droite, peut-être une petite vertèbre qui va tourner. Les épaules, on va retrouver aussi des douleurs aux épaules, mais quand même, ça va pas être des grosses pathologies. Tu vois, on va pas retrouver des ruptures complètes de la coiffe. On va avoir des petites bursites de temps en temps, mais ça, on arrive bien à gérer. C'est pas ça vraiment qui va nous stopper dans une préparation. C'est les genoux et il y a les coudes aussi qui sont un petit peu problématiques. Mais j'ai envie de dire, les coudes, si tu veux, ça nous sert juste à verrouiller la barre. C'est-à-dire que des fois, il va y avoir de l'instabilité. Si tu arrives un petit peu à gérer en amont un petit peu de prévention dessus, la mobilisation neurale, etc., pour pas développer trop de fausses épicondylites, etc., tu arrives à bien t'en sortir. Les genoux, c'est un vrai problème. Les genoux, il faut vraiment prendre le souci au sérieux, tout simplement parce que tu sais, ils sont théoriquement, ils doivent être à 5 fois squat dans la semaine. Et quand je dis squat, on charge. Squatter 5 fois par semaine. 4 à 5 fois. Je te dis, c'est ce sur quoi on doit être sur la performance depuis des années. C'est sur ça que, voilà, c'est les grandes lignes. Mais quand je te dis 4 à 5 fois squat, derrière, il y a arraché et épaulé jeté le matin, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Ou ça veut dire qu'on est à presque des fois 10 sollicitations des genoux, des jambes par semaine. Est-ce que tu arrives à te rendre compte ce que ça demande? Non, je pense quel que est le seuil de contrainte? Tu vois, mais moi, déjà, quand je fais 3, je suis au fond de ma vie. C'est pour ça que quand tu recommences à raisonner comme ça, tu dis putain, merde. Si tu es chargé un peu du médical, moi je parle aussi avec notre médecin en chef, Richard et tout, comment tu fais pour gérer ça en fait, pour éteindre le feu. C'est comme des Formule 1 en fait, tes athlètes, tu les mets dans les paddocks, tu es en train en permanence d'essayer de réguler, mais les genoux prennent très très cher. Et tu vois, c'est intéressant, tu nous parlais donc des tendinopathies, on va dire, des problèmes de tendons. Comment tu fais en kiné de nos jours, et on en parle beaucoup sur nos réseaux, le meilleur traitement, c'est l'actif, c'est du renfo. Qu'est-ce que tu fais du renfo, un mec qui fait du squat 10 fois par semaine déjà? Exactement. Alors, moi, il viendrait me voir au cabinet, mais comme ça, je vais pas lui faire la chaise. Bien sûr, grosse problématique. Alors là où faut être malin, c'est que ils font le squat. Le squat, c'est quelque chose, c'est un mouvement polyarticulaire, fonctionnel où tu charges. Mais derrière, c'est là où on échange beaucoup avec le préparateur physique, etc., dans sa planification du renforcement et tout. C'est que derrière, les mecs, ils vont travailler le moyen fessier à balle en analytique, l'ischio à balle en analytique, les adducteurs. On va mettre des stress mécaniques en warm-up tu vois, on va vraiment venir préparer le tendon. Moi, en parallèle, c'est là où je te dis, je suis toujours avec mes crochets. Pourquoi? Parce qu'avant chaque entraînement, il faut que je vienne donner de l'élasticité au max au tendon pour pas que ça vienne trop directement, tu vois, être en surcharge. Beaucoup de travail sur le quadri. Et c'est pour ça que là, c'est très important d'aller relâcher le quadri. Donc, comme je te dis, soit du drame, soit du massage, tout ce que tu veux, mais il faut que le quadri soit relâché au maximum pour pas mettre trop de tension. Et en règle générale,
Et le tendon, il est pas, si tu veux, c'est pas vraiment un problème de renforcement du tendon. Enfin, si, tu vois, mais il faut pallier autour. Des fois, tu vas travailler les rotateurs de hanche à balle, tu vas trouver plein de choses autour pour décharger ce petit tendon, tu vois. Et c'est là où vraiment, 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 euh, la, travailler sur le fascia global du quadri, tendon, tout cet élément-là, ça nous donne déjà des très bons résultats. Enfin, ça nous fait vraiment avancer dans notre problème. Et maintenant, moi, avec le BFR, on a réussi comment dire, à avoir des effets physiologiques qui étaient très, très intéressants en warm-up, tu vois. Avec une application, alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais avec des protocoles bien déterminés, on arrive à préparer le tendon, on arrive à le renforcer et à le régénérer un petit peu mieux. J'ai oublié de parler de ça, mais aussi on est sponsorisé par Indiba, donc tu vois la T-Car thérapie. Moi, je l'ai adapté, je l'utilise en permanence aussi, tu vois, pour venir favoriser les échanges. En fait, il faut que notre tendon, d'une séance à l'autre, du matin à l'après-midi, il soit capable de reprendre de reprendre de la contrainte. Et c'est ça la vraie question, c'est comment je le fais se régénérer le plus vite possible. C'est là où c'est important. Après, c'est sûr que sur les renforcements et choses et tout, c'est des protocoles de tendinopathie adaptés, mais il faut pas que ça s'inflamme non plus. Souvent ils sont sur de la ténosynovie, ça inflamme. Brosse de Hoffa, oh merde, ça s'inflamme. Ok, d'accord, bon là on va être obligé de trouver des moyens pour désinflammer d'un entraînement à l'autre. Tout en gardant un certain volume quand même pour pas qu'il régresse. C'est ça, et c'est là où vraiment des fois c'est difficile. Mais c'est intéressant parce que et c'est là où je trouve que le sport de haut niveau c'est vraiment un métier vraiment complètement différent en kiné. C'est que en réalité, là où moi, sur un traitement d'une tendinopathie de genou, je pense que 80%, je vais dire au hasard, de mon traitement, c'est du renfort spécifique avec un bon protocole de mise en charge et 20%, même peut-être des fois 10% de tout ce que tu as raconté. Donc, tu vois, moi, la T-Car, au cabinet, j'utilise quand même très peu du massage, de la libération, du travail de pied, de hanche, nanana. Et en fait, vous, le travail de renfort, il est tellement exacerbé qu'en fait, tu as 90% de ton énergie, tu la mets dans les 10 derniers pourcents qui restent que tu vas essayer d'optimiser. Parce qu'en fait, juste, ils ont un tel volume de sport qu'ils ne peuvent pas réduire que tu essaies de remonter tous les autres curseurs qui, pour un monsieur, madame, tout le monde, est anecdotique, mais qui, pour un sportif pro, en fait, c'est la clé, quoi. Exactement. Et c'est là que c'est le passage le plus intéressant, ce que tu viens de dire. C'est maintenant quelle est la... Quand je suis au cabinet et quand j'arrive après sur l'équipe de France, quelle est la pertinence de mes traitements? Ouais, il faut que tu switches en fait. C'est deux métiers différents. C'est deux métiers différents. Et regarde, moi au cabinet, je suis exactement comme toi. Le mec, il arrive, même j'ai une tendinopathie. Ils savent que les mecs, moi je suis spécialiste en dry needling. Je leur dis direct, je vais vous relâcher votre tendon, mais c'est 20% du traitement. Je vais vous mettre surtout un gros protocole que vous allez faire, etc. On est sur un protocole de stress mécanique progressif, j'en explique bien. Mais quand tu arrives sur la fédé d'haltéro, comment tu veux dire, on va te faire du renfort. Le mec, il va te dire, écoute, t'es gentil, mais s'il te plaît, fais en sorte que ma pression sur le tendon il diminue et que ça s'inflamme moins. Ok, d'accord. Donc, qu'est-ce que je suis? C'est un autre métier. Comme tu as dit, c'est un autre métier. Et c'est ça qui est très intéressant. Moi, j'adore parce que je me diversifie énormément et ça m'oblige en permanence de jongler. Toujours, moi, je parle de pertinence du traitement à un instant T. Si je dois résumer, c'est ça. Ouais, mais ça me paraît assez cohérent, mais vraiment, une fois encore, pour ceux qui nous écoutent, avec cette exigence du sportif de haut niveau qui se fasse entraîner beaucoup plus que la moyenne. Et par rapport au reste, à l'hygiène de vie, mode de vie, etc., ça, dans cet univers-là, tu vois, t'as quand même des mecs qui préparent les JO, tu vois, donc c'est vraiment les JO, je pense que dans une carrière, c'est vraiment un objectif pour tous les athlètes qui peuvent participer. À quel point est-ce que des choses comme faire gaffe à ton sommeil, faire gaffe à ton alimentation, à quel point est-ce que c'est acquis? Ou alors est-ce que c'est encore des gens à qui il faut les éduquer, dors tes 8 heures, va faire une sieste, mange assez de protéines et une alimentation équilibrée? Je sais que dans le foot, des fois, on peut entendre vraiment des dingueries. Est-ce que dans l'haltérophilie, est-ce que même dans d'autres sports, si tu as eu d'autres échos, toi qui peut-être tu côtoies, tu vois, d'autres personnes, c'est différent? Ou alors vraiment, il faut tout reprendre, c'est des enfants? Alors, encore une fois, le mindset a énormément changé avec les années. Aujourd'hui, pour ma part, en équipe de France, on est sur des athlètes qui se sont vraiment professionnalisés. Et même pour les moins rigoureux, si tu veux, ceux qui sont plus un peu comme ça, même eux maintenant font l'effort. Parce qu'aujourd'hui, il y a une chose, c'est se qualifier aux Jeux Olympiques. Se qualifier aux Jeux Olympiques, c'est une chose. Faire une médaille olympique, c'en est encore une autre. Tu verras personne faire une médaille olympique si tu n'as pas mis tous les curseurs au maximum. On a des athlètes là qui sont à un niveau d'exigence vis-à-vis d'eux-mêmes au maximal. Ça va aller du
Ils pèsent leurs aliments maintenant. Ils ont une petite balance, c'est le gramme de riz. Moi, je pèse encore, pourtant je suis pas toi aussi, médaillé olympique. Non, mais ça, c'est contraignant, tu vas toujours devoir peser tout ce Ils pèsent leurs aliments. S'ils vont il y en a certains, s'ils vont en stage, ils ont un surmatelas qu'il faut importer pour être sûr de bien dormir. Canon. Ils ont un diète nutritionniste qui prend les constantes, etc., qui calcule exactement ce que tu as besoin. Et comme je dis, c'est très individualisé. Maintenant, tout est très individualisé. Là, maintenant, l'accès à la performance, tout est jaugé, on est obligé. Okay. Et on est obligé surtout pourquoi ? Parce qu'on n'a pas les aides, pour pas rentrer dans les sujets un peu sensibles. On va y arriver à celui-là. Là, on va en parler du dopage. Comment tu veux arriver à rivaliser avec des mecs qui sont pas sur le même niveau chimique que toi si tu mets pas tous les curseurs. En mettant tous les curseurs, tu peux arriver dans ta vie à aller chercher le Graal. Si tu les mets pas, faut oublier direct, ça pardonne pas. Le haut niveau, c'est trop dur. Ok. Et par rapport à ça, est-ce qu'il y a beaucoup de biohacking et du tracking? Je sais que dans mon univers, tu vois, CrossFit, les mecs qui s'entraînent beaucoup, mais qui en fait s'entraînent encore très peu par rapport à un athlète olympique, mais qui va s'entraîner 5-6 fois, tu vois, qui va faire un peu ses compètes de quartier, et ben il a l'anneau qui lui dit combien il a dormi, il va regarder son HRV le matin au réveil, etc. Ça, est-ce que dans le très très haut niveau, ça se fait aussi ou pas spécialement? Pas spécialement, ça c'est un truc, c'est bien, je pense que ce serait un plus à avoir. Moi personnellement de mon côté, ils sont pas sur ces choses-là tellement, enfin tout du moins parce que là ça me vient pas en tête, mais ça je pense aussi que c'est peut-être plus sur des sports, tu vois, d'endurance, quoi, de course, au CrossFit, etc. ils le font beaucoup. Au CrossFit ils font beaucoup, mais il y a une grosse composante d'endurance, tu vois, au CrossFit. Là on n'a pas tellement de ça, si tu veux. On calcule, on fait des études où on calcule, alors tous les entraînements ils doivent mettre un récepteur sur une barre, calcule la vitesse et tout, des choses comme ça, mais sur les constantes vraiment physiologiques, on n'est pas tellement là-dessus. Ils n'ont pas des tests, je sais que Kinven ils en parlent beaucoup, tu sais, un test de grippe dès le matin pour voir un peu ton état de forme. Apparemment, sur la capacité que tu vas avoir à développer de la force masse au niveau de ton grip, de ta poigne, ça peut donner ton état de forme du jour et tu peux avoir sur une semaine différents trucs. Ça, par exemple, vous le faites pas en disant ok, bon bah là je suis vraiment en canne, je vais aller faire telle séance, ou tiens là je suis peut-être un peu moins bien, je vais en faire une autre. Ça se fait pas spécialement. Ça se fait pas spécialement, mais ça serait très intéressant. Toi, tu penses qu'il faudrait intégrer ce genre de choses? Moi j'essaye d'aller vers ces choses-là. Je vais aller aussi aller sur intégrer un peu un système aussi de plateforme de force. Tu parlais de Kinvent, il y a Kinvent, etc. Des plateformes de force qui te permettent. Donc, tu vois, avec des tests, tu connais un peu. Je sais que j'ai vu que tu avais taffé un petit peu là-dessus. J'aimerais bien, moi, les évaluer, par exemple, pour prendre des athlètes un peu cibles, les évaluer chaque fin de semaine, voir si leur ratio est bon, s'ils sont plutôt fatigués, pas fatigués. Le donner après aux entraîneurs. Mais si tu veux, en fait, il y a déjà tellement de choses à mettre en place, tellement de choses qu'on a mis en place, que ce genre de choses-là, ça serait intéressant, mais ça demande aussi une grosse sortie de zone de confort et encore plus d'implication des athlètes qui sont déjà sur plein de choses, mais ça serait effectivement très intéressant, je pense. Moi je suis pour aller vers moi je suis pour aller sur ces innovations-là, mais je suis aussi pour que ça soit bien fait, si tu veux. Et donc, il faut trouver des personnes. Regarde, il faut trouver des personnes qui soient vraiment experts là-dedans, qui ont accès à l'INSEP. Comment tu fais accéder? Parce que tu peux pas rentrer à l'INSEP comme ça aussi. Donc, si c'est moi qui dois, par exemple, gérer toutes ces choses-là, parce que moi, comme je t'ai dit, j'ai mis plein de choses en place, mais ça encore, ça me demande encore du boulot de mon côté pour être c'est un manque d'effectifs. Encore. Un manque d'effectifs, un manque de moyens, un manque d'effectifs. Tu vois, on n'est pas encore sur un sport comme le football ou le rugby ou le tennis. Oui, c'est pas les mêmes budgets. Donc, tu vois, sur le professionnalisme, déjà, comme je te dis, si on revient 7 ans en avant, c'était, il n'y avait pas de protocole de renfort, tu vois. On était vraiment sur du massage et de la manip. Donc là, déjà, on est sur des choses très bien. Mais comme tu dis, tout ce que tu dis là, moi, je trouve ça très, très bien. Et j'aimerais dans le futur, bien sûr, si je peux dire, aller sur ces choses-là, bien sûr. Et justement, tu me dis, par rapport à l'haltéro, c'est pas un sport qui a énormément de moyens non plus, etc. Les athlètes qui préparent la JO, etc., est-ce que c'est des athlètes qui arrivent à vivre de leur métier, qui font ça à temps plein, ou est-ce que tu en as encore qui bossent à côté? Tu vois, des fois, dans certains sports où vraiment il n'y a pas de moyens, tu as des dingueries, des gens qui sont à haut niveau, mais en fait, ils ont encore un taf, quoi. Sur l'équipe pré-olympique, là, la sélection pré-olympique, ceux qui se préparaient, il n'y en a aucun qui travaille à côté. Ils sont tous full-time. Non, ils sont pas riches, mais ils peuvent vivre, peut-être exception ou quoi à la règle, mais la plupart, ceux qui performent au niveau européen, mondial,
ils ont de quoi vivre. Ils sont pas, comme je dis, ils sont pas riches, mais ils ont assez déjà pour être bien, pour être à l'aise. Ça c'est clair et net. Je vais pas donner les salaires parce que je les connais pas, mais ça peut osciller pour que les gens sur un sport amateur comme ça se rendent compte. Tu peux osciller entre 3 000 et 5 6 000 euros. Ça dépend en fonction. Mais ça reste rien du tout sur des mecs qui vont chercher des médailles olympiques ou des médailles européennes. Je sais pas si tu te rends compte. C'est un sacrifice de vie de l'âge de 13 ans à l'âge de 30 ans pour avoir ça. Non, c'est le strict minimum. Mais on est encore une fois en France avec les moyens français. Et tu vas en Amérique, c'est pas pareil. Tu vas en Chine, c'est pas pareil. Dans les sports où vraiment le sport national, le weightlifting en Chine, tu es dans les meilleurs, tu es direct sur des 15-20 000. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais voilà, c'est déjà assez pour arriver à l'objectif, je pense. Et par rapport à ça, est-ce que toi, tu vois chez ces personnes-là, chez tous ces athlètes que tu peux avoir, une sorte de prérequis qui peut expliquer qu'ils soient aussi bons? Tu vois, est-ce qu'il y a un rapport poids-puissance? Est-ce que ils ont tous fait certains sports dans le passé? Est-ce que tu dis non, c'est la chatte et la génétique? Toi, est-ce que tu aurais une formule magique pour comment on fait un champion en haltéro? Écoute, il y en aura sûrement plusieurs. L'haltéro, plus que les autres sports, heureusement ou malheureusement pour certains, il faut avoir une grosse base physique de base si tu veux faire du haut niveau. Si tu es limité physiquement, si tu n'as pas vraiment un corps qui peut s'adapter très jeune et accumuler une force, en fait, si ton niveau de force final n'est pas assez élevé, tu n'atteindras pas au très très haut niveau. Oui, tu auras juste un bon niveau. Physique, tu parles de force. Force, je parle de force. Si t'as pas c'est-à-dire que nos athlètes en équipe de France, c'est tous des mecs hors normes niveau force. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, au judo, c'était pas le cas. On a vu des talents de malades, des grands champions physiquement qui étaient normaux. À l'haltéro, c'est un sport de force. Si tu n'as pas la force intégrée que tu vas potentialiser, faire évoluer au cours du temps, tu arriveras à des limites. Tu seras peut-être dans les meilleures nationaux, tu vas décrocher une médaille au championnat d'Europe. Mais si tu veux être au niveau mondial olympique, c'est des mecs, ils sont hors normes. Là, les mecs de l'équipe de France, c'est des machines de guerre. C'est des machines de guerre. C'est clairement des forces de la nature. Et donc ça c'est un prérequis. Mais si tu es aussi que puissant mais que tu n'as pas le truc en toi, la technique, tu seras limité aussi. Mais par contre la force, si tu l'as pas, c'est compliqué. Ouais, je trouve que la technique c'est un truc que tu peux développer plus tard avec beaucoup d'entraînement. Alors que la force, si tu l'as pas développé enfant, ton tendon il va pas encaisser. Tu auras beau faire un volume de force, tu vas te blesser. Alors que tu peux faire un volume de technique pour te rattraper, tu vois un retard. T'es mal coordonné, t'es né avec 2 bras gauche. Ok, bon bah peut-être que tu vas devoir bosser plus que les autres, mais que tu vas pouvoir rattraper. C'est vrai, et faut être bien conscient d'une chose, on a tous un capital maximal de contraintes auxquelles qu'on peut appliquer à notre corps. Et là va être la limite de certains athlètes qui ne pourront pas, au bout d'un moment, tu peux plus mettre la contrainte, tu peux plus faire s'entraîner plus. Et à quel niveau de force t'en es et tout, il faut que j'aille chercher, pour aller chercher l'autre, la chinoise ou quoi, il faut que j'ai 190 en squat, je parle pour les meufs. Mais si j'ai pas les capacités d'aller chercher ce seuil-là, si mon corps ne peut plus accepter la contrainte de l'entraînement pour aller chercher la force, comment je fais? Tu vois, c'est ça le... Ouais, mais c'est là où je te rejoins beaucoup, c'est que, en effet, imaginons si pour devenir le meilleur, il faut que tu sois capable de soulever 50 tonnes de squat à l'entraînement plusieurs fois par semaine, et que tu n'y arrives pas, tu vas te blesser. Mais ce qui va faire que tu en es capable, c'est aussi à quel point quand tu as été jeune, tu as habitué ton corps à porter du toi. Si tu as passé de tes 0 à tes 15 ans devant la play... c'est sûr que tu pourras. C'est trop tard en fait. Une fois que tu as passé ta croissance, j'en parlais avec Jean Fidonville qui était spécialisé dans le disque. Il nous expliquait vraiment à quel point c'était important de mettre des contraintes dans le dos des enfants. Parce qu'en fait, à partir de 15 ans, c'était quasiment déjà trop tard. Tu avais déjà ton capital final de quantité discale et qu'après, tu n'étais plus que sur de la dégénérescence ou de l'adaptation. Et donc là où je te rejoins, en effet, si de 0 à 20 ans, tu n'as rien fait, tu auras beau t'entraîner comme un chien. Oui, tu vas progresser, mais tu pourras jamais rattraper quelqu'un qui a fait ça toute sa vie. Et aussi une autre chose qui est intéressante sur lequel il faut rebondir, c'est que y a tout le capital donc, que tu accumules comme tu dis quand tu es un petit peu jeune, et maintenant on s'est rendu compte, et là c'est plus de la physio etc,
qu'il faut vraiment modifier en permanence tes modes de contraction, etc. Et que si tu fais que du squat, par exemple, pendant 10 ans, d'un moment, ton corps, il ne pourra plus. Il faut passer sur de la pliométrie, du renforcement analytique, différents modes de contraction. Voilà. Et sur ça, tu peux refaire ensuite des pics de progression. Mais ça, tous ceux qui s'entraînent, qui sont un peu anciens là-dessus, le savent. Mais c'est très intéressant de le souligner. Tu peux faire des squats 20 ans, 30 ans de ta vie. D'un moment, tu ne progresses plus. Mais par contre, si tu modifies, tu peux aller chercher encore d'autres paliers. Et c'est ça qui est très intéressant dans l'entraînement. Après, là, on parle vraiment de l'entraînement en force. C'est ça, force-puissance. Ok. Nickel. Et justement, tu me parles d'athlètes avec des niveaux de force, vraiment des colosses, etc. Parlons-en. D'où ça vient ces colosses? Est-ce que c'est que parce qu'ils mangeaient du poulet et des brocolis comme nos acteurs américains, ou est-ce qu'il y a autre chose qui fait qu'on peut atteindre de tels niveaux? Alors ça, c'est un sujet sensible et c'est un sujet qui va intéresser beaucoup de monde. Alors moi, en ce qui nous concerne, notre fédération française d'haltérophilie, on a des athlètes, si tu veux, qui sont obligés d'être clean. Pourquoi obligés d'être clean? Parce qu'en fait, ils sont contrôlés H24. On a plusieurs organismes de contrôle, on a l'AFLD avec le contrôle ADAMS, ils viennent te chercher à 6h du mat. Des fois d'athlètes français. Ils viennent te chercher à 6h du mat en stage à La Réunion, toc, t'as intérêt à répondre, sinon tu fais la une des journées le lendemain, c'est contrôle inopiné, tu peux même pas tricher. Il y a l'ITA, donc l'International Doping Federation, il y a l'IWF qui vient de contrôler, donc ça c'est plutôt sur les terrains de compétition, tu vois. Une compétition, ça se passe comment? Tu arrives une semaine avant pour t'acclimater souvent, tu t'entraînes, etc. Et ensuite tu fais la compétition. Tu es contrôlé après la compétition, donc souvent ils contrôlent le podium. Tu es contrôlé aussi avant la compétition et c'est inopiné. Donc des fois il y en a qui se pointent, des étrangers, ils arrachent le record du monde la veille 2 jours avant la compète, et puis on apprend que le lendemain ils sont rentrés à la maison. Bah oui, ils contrôlent. Et nous en France particulièrement, ils sont à cheval dessus parce qu'on a des dirigeants qui sont complètement contre le dopage. Ça, c'est même pas... Tous ceux qui se posent la question, bon, des fois, moi je poste sur les réseaux les meilleures perfs de mes athlètes. Tout le monde dit, des fois, il y en a qui disent, ouais, mais ils sont pas clean et tout. Ils sont obligés d'être clean. Ils ont des contrôles inopinés. Oui, mais on va te dire que dans tous les pays, tu as des contrôles. Et ben, tous les pays, tu as des contrôles. Non, l'international. Il n'y a pas de contrôle. Au Kazakhstan, ils font comment pour contrôler dans la montagne? Tu vois, il faut pouvoir contrôler. C'est quoi les grands pays d'haltérophilie? Parce que c'est un peu dont on va parler là. Ouais, les gros pays. Les 5 gros pays ou les gros challengers. Les gros challengers, tu vas voir la Chine, les pays d'Amérique latine, tu vas voir le Venezuela là, qui est solide. Après, ça dépend les catégories, etc. Oui. Mais tu vas voir des pays comme la Colombie, l'Équateur qui envoient du lourd. Les pays d'Europe de l'Est. J'allais dire Europe de l'Est. Bulgares, ils envoient là, ils ont des phénomènes, ils ont des ovnis. Le Kazakhstan, les Turcs aussi pas mal, même si là, l'Albanie. Mais c'est toujours... Je vais pas me prononcer sur certaines choses, mais il y a toujours des connotations. Il y a des pays, si tu veux, les Russes, tout ça, ils ont la culture de la charge. C'est plus ou moins accepté chez eux. Les Géorgiens, je sais pas trop, mais tu vois, on sait, il y a des cas, comme il y a des cas de dopage récurrents en France, tu n'as rien. Tu vois, c'est ça aussi. Il faut pouvoir aller contrôler. Il faut que le pays soit déjà dans une démarche, beaucoup de contrôle, même si on peut... Bon, voilà, il y a l'International Doping Federation qui peut venir, mais l'ITA, etc. Mais très franchement, on n'est pas du tout sur un même pied d'égalité à ce niveau-là, et ça, c'est indéniable. Mais pour ceux qui se posent des questions sur les athlètes français, alors je parle de l'haltérophilie, je ne connais pas les autres sports. Nous, sûr à 150% que les mecs, ils sont clean. Et quand bien même ils voudraient ne pas l'être, tu peux pas. C'est trop dur. Ils viennent te contrôler. Tu es licencié aujourd'hui, tu es licencié en France, tu peux venir te faire contrôler même si tu n'es pas un champion. Tu vois, c'est quand même, on est quand même dans une optique très saine en France. On veut de la performance, mais on la veut clean. Et toi, quand tu es en compète, est-ce que des fois tu vois des dingueries où tu te dis... T'es pas obligé de prononcer des pays si tu veux pas te mettre de problème, mais genre, ouais, lui c'est une dinguerie, c'est sûr qu'il est chargé, il vient de prendre 40 kilos sur son arraché en 2 semaines. Il y a vraiment des dingueries des fois où tu dis c'est sûr à 100%, ou c'est vraiment genre, lui j'ai un doute, mais vraiment je sais pas. Non, mais il y a des choses, c'est même pas discutable. Quand tu vois des athlètes qui ont un niveau moyen, 3 mois après, ils descendent de catégorie et ils battent leur record de 10-20 kilos en ayant perdu 10 kilos. Comment tu veux... Ils descendent de catégorie, c'est qu'ils baissent de catégorie de poids. Tu descends de catégorie de poids, t'es plus léger, tu balais, tu fais 30 kilos au-dessus de tes max. C'est physiologiquement
impossible. Ouais. Impossible. Il y a des choses, c'est flagrant. Et après, il y en a. Tu sais, j'ai vu des filles. Tu vois des filles à 15 ans être chargées dans les pays de l'Est. 15 ans, tu vois des garçons, ils sont chargés très jeunes. Je te dis, il y a des sports, c'est quand même. Il y a des pays, c'est quand même la culture. Si tu veux, la culture est là-dedans. C'est pas un truc de fou pour eux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas comme nous. Nous, on a tout dépend du contexte. Quel pays t'es, sur tous les sujets. D'ailleurs, même dans un pays, tu vas avoir des choses qui sont normales. Dans un autre pays, tu vas avoir des choses qui sont pas normales. Et la culture donc du doping dans certains pays de l'Est, c'est déjà. Mais même, après, on peut jamais savoir. Il y a des grands champions qui n'ont pas été dopés, et aussi dans les pays où on peut soupçonner. Il n'y a pas vraiment de règles, mais il y a quand même des grandes lignes. Il y a quand même des dingueries, comme tu dis, des choses que tu vois en compète. Ouais, okay, d'accord, c'est bon. Okay. Et là, avec les JO qui arrivent à Paris, moi je m'en étais là un petit peu, mais d'après toi, est-ce que imaginons il y a beaucoup de dopés dans d'autres pays, là ils vont arriver en France, ils vont être soumis au contrôle de dopage français? Ça va pas être la même, je pense. Parce que là, ce que tu nous dis, c'est qu'en gros, il y en a pas en France, t'es quasiment sûr, parce que les contrôles sont beaucoup plus stricts, beaucoup plus sévères, beaucoup plus récurrents, anodins, on te le prévient pas. Et là, tu me dis trop, mais tous les athlètes qui vont arriver pour les JO, et je pense que c'est valable dans tous les sports, ils vont être soumis au système français. Bien sûr. D'antidopage. Bien sûr, ils seront soumis au système français. Et donc, du coup, il y a des têtes qui vont tomber, tu penses? Bien sûr, il y a des têtes qui vont tomber. Après, tu sais, il y a différentes sortes de doping. Déjà, il y a différents niveaux. Tu peux avoir du rééquilibrage hormonal où c'est beaucoup plus subtil, tu vois. Où on est quand même dopé, mais on améliore la récupération, etc. Machin. Donc, ça, c'est quand même du doping. Il y a les gros doping où tu arrives surchargé. Tu as pris de la testo la veille. Ça, c'est un de doping sur la compète, tu vois. Il y a du doping de préparation, il y a du doping de pré-compète, de post-compète. En général, les mecs, ils s'arrêtent, tu vois, ils calculent, ils ont des bons chimistes. Ok, tu t'arrêtes tant, comme ça, si t'es contrôlé là, tu seras pas positif. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils ont quand même tout fait, mais à la fin, bon, t'arrives un peu moins fort, mais t'es quand même plus fort. Là, enfin, je pense que ça sera très, très, très rigoureux sur la période des Jeux. Après, je suis pas spécialiste là-dedans, je veux pas me prononcer, c'est pas non plus mon taf, mais c'est sûr que on sera beaucoup plus rigoureux que sur des championnats comme on voit là en Bulgarie. Si tu veux, on était en Bulgarie pour les championnats d'Europe, il y a des podiums, ils contrôlaient pas le podium, ils contrôlaient parce que tu sais, tu peux t'inscrire à la compétition, tu peux être parce que tu dois être éligible aux Jeux Olympiques, tu dois faire un certain nombre de compétitions, etc. Donc, il y en a qui venaient, qui se pesaient, mais qui faisaient pas la compétition. C'était juste pour avoir le quota. Pour dire j'ai fait cette compétition. Oui, parce que pour être éligible, tu dois avoir je sais plus combien, un nombre spécial de compétitions où tu as été inscrit. C'est des règles. Exactement. Donc ceux qui sont des fois blessés font l'impasse, etc. Ça a été le cas pour nos athlètes qui se réservaient là pour la dernière Coupe du Monde en Thaïlande et les Jeux Olympiques, par exemple. Il y a des catégories, ils te contrôlaient pas le podium. Le champion d'Europe ne le contrôle pas, il te contrôle ceux qui se sont pesés mais qui n'ont pas tiré, tu vois. Et comment c'est ceux qui... on va leur demander. C'est quoi, tu penses que c'est parce qu'il y a des gens qui ont balancé des noms? C'est parce que... Non, c'est parce que ils veulent... C'était un exemple pour te dire que voilà, chacun fait un petit peu comme il veut dans son pays. Là, je prends l'exemple des Bulgares parce qu'on a 2 ovnis en Bulgare, surtout un. T'as jamais vu ça? On le soupçonne d'être un peu fluorescent, le mec, tu vois, si tu vois ce que je veux dire. Quand il est chez lui, moins de chance, tu peux envoyer plus que surtout quand tu vas être en France. Et encore une fois, c'est que des spéculations que je fais, des choses qu'on parle entre nous. On peut pas savoir, mais en tout cas, on espère des Jeux Olympiques à Paris vraiment au niveau égal de tous les athlètes pour voir vraiment qui sont les meilleurs et pas qui ont les meilleurs biologistes, si tu veux. Mais après, ce qui est difficile, comme tu me dis, c'est qu'il y a plusieurs manières de se doper. C'est vrai qu'on pense beaucoup, quand on parle de dopage, à il a pris de la testo, il a pris des hormones de croissance, et donc, bon voilà, on pourrait voir. Mais ce qu'il y a, c'est que tu peux pas comparer un athlète qui, limite, s'est dopé pendant 2 ans, aura arrêté de se doper 6 mois avant une compète. Alors oui, il va régresser, mais pendant 2 ans, il aura pu accumuler un tel volume, avoir une telle récupération, que même si 6 mois avant la compète, il se dope plus, et donc il n'est pas contrôlé positif, en fait, c'est pas du jeu, tu vois. Et d'ailleurs, des fois, on se demande, des athlètes sont repérés positifs, ils sont interdits de compétition, et ils reviennent au bout de, je sais jamais combien de temps ils sont, mais ils reviennent au bout de 2 ans. Oui, mais si ça fait déjà 20 ans que tu t'entraînes de doper, peut-être 10 ans que tu t'entraînes de doper, même si pendant 2 ans t'arrêtes,
t'as quand même un avantage de dingue, quoi. Mais attends, mais ça, là, tu viens de... T'as mis les deux pieds dans le plat. On est moi, je suis pas dans la Fédé, alors moi, je peux me permettre. On est d'accord là-dessus. Le meilleur haltérophile international, là, Georgien, a été pris positif. Il revient encore plus fort. Tu vois ce que je veux dire? Combien de temps après combien de temps t'as arrêté? T'as arrêté 2 ans. T'as arrêté 2 ans, théoriquement. Ouais. J'imagine, tu loupes même pas un JO, ça veut dire. 2 ans, il me semble 4 ans après. Genre, peut-être que je fais une erreur, mais il me semble que c'est 4 ans après. Et puis après, troisième fois, t'es radié. Tu peux plus faire le sport. Troisième fois, tu peux pas être pris positif. Pour moi, tu pourrais même pas être. Peut-être, tu peux pas être pris. Je sais pas si ça n'a pas changé. Je faudrait se renseigner. Ouais, j'ai pas envie de faire d'erreur. Non, mais tu peux être. Je sais pas. Je suis pas actualisé. Mais il me semble que tu as le droit à être positif une fois, voire 2, mais pas 3. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, pour moi, 3, c'est vraiment. Tu peux tromper quelqu'un une fois. Pas 1000 fois une personne. Mais les mecs reviennent beaucoup plus fort. Tu vois, bien sûr, on les contrôle pas. Limite, ils devraient être interdits d'entraînement. C'est pour compenser. Tiens, pendant 1 an, t'as pas le droit de toucher une barre. Comme ça, tu vas bien régresser cette fois. Non, mais c'est clair. De toute façon, quand tu te charges, quand tu prends des produits, tu gardes le bénéfice. Ça, c'est clair et net. Tu gardes, tu construis la fibre, tu donnes des informations de recrutement à tes muscles et tu gardes. Là, donc, bon, voilà. Mais comme on disait tout à l'heure, tu vois, justement, on disait quand t'es enfant, si tu t'es bien entraîné, etc., tu gardes tous ces bénéfices-là. Bah là, c'est un peu la même chose. Au final, tu ne gardes plus du tout, tu peux plus du tout comparer deux choses. Et c'est un sujet hyper touchy, mais je vais juste l'aborder quand même. Bah, c'est comme les athlètes transgenres, tu vois. Bien sûr. Je comprends beaucoup de choses. C'est des sujets qui c'est très compliqué. Mais un athlète qui s'est entraîné avec de la testostérone naturelle, qui l'a produit pendant 10 ans et qui derrière va s'entraîner contre un athlète qui n'a jamais eu le même taux de testostérone, bah, je suis désolé, mais je trouve que c'est compliqué. Je n'ai pas la solution à ce problème, mais pour moi, tu vois, on est dans la même problématique, qui est que ils n'ont pas eu 20 ans d'égalité hormonale. Certains, c'est parce que ton corps l'a produit, l'autre, c'est parce qu'un chimiste l'a injecté. Mais je trouve que c'est un débat qui est compliqué, parce que comment tu veux faire qu'ils soient sur un pied d'égalité. Voilà, c'est ça. Mais de toute façon, pour un peu clore le sujet, faut être bien conscient que toutes les personnes qui font ça, ce n'est jamais gratuit. Il y a toujours des répercussions et le dopage, c'est un sujet sensible. Mais il faut voir si le jeu en vaut la chandelle parce que c'est jamais gratuit. Quand on modifie les choses, on les modifie. Et malheureusement, bien souvent, derrière, il y a des choses pas sympas qui arrivent, des problèmes hormonaux pour des femmes. Il y a des problèmes de santé assez sévères pour tout le monde. Donc, faut savoir quand on le fait, pourquoi on le fait. Et ça, il y a deux questions qui me viennent d'ailleurs par rapport à ça. Est-ce que toi, des fois, tu vois en compétition des athlètes où tu te dis, oh, il y a ça qui m'y fait penser, par exemple, on pense beaucoup aux boutons dans le dos. Tu vois, je sais qu'à la muscu, t'as des mecs, tu vois leur dos, tu te dis, ouais, c'est bizarre. Ou est-ce que tu vois des athlètes qui se blessent plus et tu pourrais dire, bah, peut-être que là, lui, il a une fragilité due à certains produits. Est-ce que c'est, une fois encore, sur des noms et autres, mais c'est des trucs auxquels toi tu réfléchis et des fois ça t'éveille des soupçons ou pas? Pour les blessures, quand tu charges, tu te blesses moins et t'es beaucoup plus en forme. Ok. Tu le vois à l'attitude des gens qui vont être beaucoup plus. Alors, si tu connais déjà un petit peu l'individu, tu dis, ah ouais, là, il y va fort quand même. Dans l'attitude, dans les gens crient, sont plus nerveux. Oui, on parle d'agressivité des fois et tout. Voilà, donc ça c'est une chose. Les boutons dans le dos, bien évidemment, si la personne n'a jamais eu, et d'un coup, c'est des grosses éruptions, ça peut faire penser à ça, bien que les boutons dans le dos, tu peux aussi avoir des problèmes de peau. C'est pas vraiment une chose. Mais comme tu dis, le mec, ça fait 5 ans que tu le vois en compète, et d'un seul coup, il a un volcan. Après, si je sais pas, d'Europe Junior, il y a la petite Russe à côté qui est là et qui parle avec une voix grave comme ça et qu'un petit peu de barbe au menton, moi ça m'est déjà arrivé de voir ça. Là, on est d'accord, c'est du doping prématuré. Mais oui, quand même, il y a des choses comme ça. Excès d'agressivité. Quelqu'un de très agressif qui n'a pas l'habitude de plus que ça et qui part dans les temps, tu peux penser. Il y a des traits quand même. Il y a des traits et bien sûr les modifications morphologiques. Bon, après, sans rentrer dans les détails, mais oui, quand tu prends de l'hormone de croissance, tu prends de la testostérone, c'est pas la même chose. L'hormone de croissance, tu vas avoir la mâchoire, les mains, tout, les pieds qui vont augmenter. Il y a des modifications et c'est là où c'est aussi où c'est faire attention, quoi. Je veux dire, c'est pas anodin. Les jeunes beaucoup. Moi, je peux mettre un peu de sensibilisation là-dedans. On peut en profiter pour passer un
les jeunes dans les salles de muscu voient ça, j'ai envie de devenir costaud, etc. Mais c'est une catastrophe en fait, parce que bien sûr, ils le font même pas de manière encadrée. Parce que là, maintenant, il y a des bodybuilders, ils ne se cachent pas sur ça, puisque leur performance, c'est le physique. Donc, ils sont tous sous-produits. Et eux, ils en parlent même de manière très ouverte. Mais là, ils essayent d'être encadrés avec des constantes et tout. Tu vois les jeunes, des fois, dans les salles de muscu, juste pour ressembler aux gens sur Instagram qui puissent voir, peuvent voir, etc. Moi, je trouve ça grave et dramatique, parce que, encore une fois, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Il faut savoir les choses, pourquoi on le fait. Quand bien même on va être, on fait ça pour être champion olympique, est-ce que ça en vaut vraiment la chandelle? On peut y arriver par d'autres voies. Et là, on va voir sur les Jeux olympiques. Moi, j'ai une très grande, énormément de confiance en l'équipe de France, que je suis là maintenant depuis bientôt 7 ans pour certains athlètes qui là font les Jeux olympiques, et je crois dur comme fer qu'on aura quelque chose au bout, et ça sera pour moi, et j'en terminerai au monté, le moment de dire regardez, on peut aussi y arriver en passant par d'autres voies en fait. Et tout ce qu'on aura mis justement en place, qu'on parle depuis le début de l'interview, ça sera ça le cheminement, tu vois, et pas le raccourci doping. Ok, donc c'est une bonne conclusion. Je voulais finir par ça. Donc pour toi, en France, médaille pour les JO 2024 ? Une médaille, 2 médailles même, 3 médailles j'ai envie, mais déjà on peut sortir, on peut aller chercher, on peut même aller chercher l'or. Et je parle de manière, je me prononcerai pas sur les noms, etc. Mais on peut aller chercher vraiment, aujourd'hui on peut aller chercher l'or. Il va falloir aligner les planètes, et là on a encore quelques mois pour bosser. Et moi j'y crois vraiment. Trop cool. Voilà. Merci beaucoup pour cet épisode, Thibaut, c'était ultra intéressant. Si on veut suivre un peu nos athlètes 2024, ton parcours, etc., où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît ? Moi, alors je communique beaucoup sur Instagram, donc ceux qui veulent me suivre, c'est Thibaut Dracius, bien sûr. J'essaye de mettre au maximum ma pratique, l'actualité de l'équipe de France et donc d'haltérophilie à l'INSEP, mais aussi quand on va en compétition, en stage. Et tout ça jusqu'à la période donc olympique, jusqu'aux Jeux olympiques à Paris. Voilà. Ok, tu nous mettras des images en story pendant les JO ? Ah, carrément. Et je vais vraiment essayer de partager au maximum pour que les gens puissent être un petit peu avec nous sur les Jeux olympiques, à l'intérieur du village, à l'intérieur même de la compétition. Trop bien. De toute façon, on mettra les liens en description de la vidéo YouTube. Si elle vous a plu, pensez à la liker, à la partager. Si vous avez des questions comme d'hab, vous les mettez dans les commentaires. Si vous n'étiez pas abonné, pensez à cliquer sur le bouton qui est je ne sais plus où. Et tiens, en attendant, je vais vous laisser avec 2 autres vidéos que vous pourrez regarder. Celle-ci où j'ai préparé Stéphane Matala, qui est spécialisé. On a parlé un peu de dopage, donc je pense que le sujet sera tout à fait d'occasion. Et celle-ci numéro 2 avec des douleurs plutôt d'épaule. Là où celle-là, c'était les cervicales. Bon visionnage!